Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière masterclass de la journée. Alors, on a parlé de whisky, on a parlé d'Armagnac, ici on a même parlé de plusieurs autres spiritueux, mais surtout là on va s'atteler à parler du rhum. Alors, Papa Rouillot, ils vont bien mieux en parler que moi, mais sachez que nous on est quand même ultra contents de pouvoir travailler avec une distillerie comme ça, qui a quand même une petite spécificité, c'est du 100% jus de canne, donc cocorico, mais on va avoir un pot still, ce qui est assez inhabituel, et donc justement aujourd'hui on va pouvoir parler de ça avec l'équipe qui est ici. Bonsoir, merci de participer à cette masterclass. Alors le sujet c'était sur les maîtres cagniers et on va expliquer un petit peu pour nous qu'est-ce qu'un maître cagnier et d'où vient cette mention qu'on a inventée de maître cagnier. En fait déjà c'est pas un terme qu'on s'approprie, mais ça naît de la volonté de mettre en avant ces gens de la terre qui travaillent toute l'année à produire la canne et qui parfois sont trop souvent oubliés dans le monde du rhum. Et donc d'où l'idée de les valoriser en inventant ce terme de maître cannier. Et pourquoi? Parce que c'est de là où nous on vient. Alors d'où vient l'histoire de Papa Rouillot? C'est l'histoire née en 2014 où un collectif de planteurs de la région du Moule, en Guadeloupe, se réunit parce qu'ils ont la même problématique, en fait, d'avoir des petites parcelles et d'une année sur l'autre, leurs récoltes ne sont pas récoltées, en fait, et se réunissent pour trouver des solutions à cette problématique. Et la solution, c'est finalement faire du rhum, mais faire du rhum autrement. Évidemment, sur le terroir de la Guadeloupe, on produit déjà des rhums d'excellence, mais l'idée était de faire aussi un rhum d'excellence différemment et un rhum qu'on voudra avoir d'exception. D'accord. Donc voilà, donc 2014, création, idée de la distillerie. Premier alambic février, montage des alambics février 2021. Première mise en fût mars 2021 et premier produit commercialisé juillet 2021. Donc maintenant, Xavier va vous parler un petit peu de la philosophie Papa Rouillot. Mais avant, qui était Papa Rouillot en fait? Papa Rouillot, c'est un de nos maîtres cagniers, né en 1900 et qui, depuis les années 1900 à 1919, a cultivé ces parcelles du Moule sur lesquelles on vous propose nos produits aujourd'hui. Et accessoirement, Papa Rouillot était mon arrière-grand-père. Ok, merci à tous encore une fois d'être là. J'introduis Monsieur Joris Gali, comme il vient de le dire, qui est l'arrière-petit-fils de Papa Rouillot. Moi, je m'appelle Xavier Piron, je suis ambassadeur de marque et co-responsable des chais pour la distillerie. Donc on est ravis d'avoir vous ici ce soir avec nous. Merci d'être venu nous écouter un petit peu. On est une nouvelle distillerie, donc forcément, c'est pas évident d'avoir des infos sur nous. Mais l'idée, ça va être aujourd'hui de faire graviter ce discours autour d'une valeur fondamentale qui est la valeur des maîtres cagniers, comme l'a expliqué Joris, qui est centrale en fait dans le discours Papa Rouillot. Pour revenir très rapidement sur l'histoire, encore une fois, Papa Rouillot, c'était un planteur de canne qui est né au début du XXe siècle, qui s'appelait Charles-Albert Ruscade. Pour faire court dans son histoire, ce monsieur avait 4 hectares de canne dans une zone qui s'appelle Portland. C'est une petite dépendance de la ville du Moule. Je pense que tout le monde ne voit pas bien, mais c'est l'île de Guadeloupe. Vous avez Basse-Terre, Grande-Terre, la ville du Moule étant juste ici à l'est. En 2014, en effet, M. Gali et son père ont décidé de s'associer à des planteurs du Moule pour créer la distillerie Papa Rouillot. Donc, ce qui est assez important de retenir dans l'histoire aujourd'hui de la distillerie, c'est que c'est une distillerie qui a été créée en hommage à un planteur de canne et qui aujourd'hui a aussi été composée par un collectif de planteurs de canne. Donc on a un lien à la terre qui est très important. C'est vachement important pour nous de garder cette attention particulière aux planteurs de canne. La distillerie Papa Rouillot, comme le disait Joris, les premières gouttes, c'est l'année dernière. Mais avant cela, on a fait une étude toute particulière sur une notion que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le terroir. La distillerie Papa Rouillot, c'est avant tout une distillerie qui veut faire un rhum de terroir. Et on peut parler de terroir dans le rhum agricole, puisqu'on est du rhum agricole. C'est plus compliqué de parler de terroir sur des rhums de mélasse ou de miel de canne. Le pur jus va vraiment permettre d'aller chercher les qualités intrinsèques
du jus de canne et donc de les ressortir, si on les distille bien, dans le rhum. Donc, le terroir de la Grande Terre, comme je vous le montrais ici, c'est un socle calcaire. La Grande Terre et Marie-Galante sont des socles calcaires qui ont 5 millions d'années. Ils sont sortis de l'eau, ils ont érupté de l'océan il y a 400 000 ans, quand la soufrière est sortie de l'eau. Finalement, ces deux terroirs principaux en Guadeloupe, volcanique et calcaire, vont avoir un impact très important sur la canne à sucre et donc sur le goût final du rhum quand on travaille bien. On vous en a ramené un petit peu directement de Guadeloupe, des calcaires qui viennent des parcelles de nos planteurs de canne. Ces calcaires sont des sédiments marins. C'est-à-dire que c'est des coraux, c'est des résidus de poissons, d'arêtes, de coquillages qui ont sédimenté pendant 5 millions d'années. Et le calcaire étant un tuf, va avoir une forme de porosité. Ça veut dire que ce socle mer ne va pas retenir l'eau. L'argile gonflante au-dessus, qu'on appelle des vertisols en Guadeloupe, les argilo-calcaires, vont retenir un peu plus d'eau, mais le calcaire non. Si bien que la canne à sucre a besoin, elle, de soleil et d'eau, va aller plus profondément dans le sol pour chercher de l'azote, des nutriments, de la potasse et de la minéralité. Et la chose que nous, on veut garder et contenir dans les rhums Paparouillot, c'est la minéralité. Donc cet impact calcaire, crayeux, incisif sur le rhum, quand on travaille bien la canne, il est très important. Au niveau du climat sur nos parcelles, comme je vous le disais, on est vraiment sur cette zone côte atlantique, qu'on appelle les plateaux de l'Est, le bassin moulien. Donc on va avoir une forte influence des vents marins qui vont souffler sur la canne à sucre, qui vont la protéger déjà des maladies, et qui va également poser une petite couche de sel sur la canne à sucre. Et quand on ramasse bien sa canne à sucre, on va garder ce sel dans les jus, puis en fermentation et enfin en distillation. Au niveau des variétés justement cultivées, deux variétés principales chez Paparouillot. C'est cette petite canne que vous voyez ici, vous pourrez venir voir après si vous voulez. C'est une canne qu'on appelle la B80 689 de son vrai nom, canne barbadienne. On décode les codes des cannes de cette façon. B Barbade, 80 1980, 689, numéro de l'hybride de canne. C'est une variété barbadienne. Il faut bien comprendre que la canne à sucre, comme je vous le disais, ou pas d'ailleurs, n'est pas endémique à la Guadeloupe. La canne à sucre, elle vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée et elle a traversé l'Atlantique, 15e siècle, avec Christophe Colomb qui l'a plantée à Hispaniola et ensuite a été cultivée du Brésil à la Chine, sur une seule latitude. Finalement, la canne à sucre ne pousse que sur une seule latitude. Et les variétés originelles ont été ensuite croisées, hybridées, pour créer aujourd'hui des milliers de variétés de cannes différentes. Chaque variété va avoir des composantes sur la sucrosité, sur la résistance aux maladies, et on va choisir bien sûr ces variétés en fonction de son terroir. Deuxième variété qu'on cultive, c'est une petite canne qu'on appelle la canne rouge, c'est la R579, une canne réunionnaise, qui est une canne qui va être un petit peu plus haute, un petit peu plus grande, et qui va garder une belle couche de sel du coup sur sa fibre, une canne qui va être un petit peu plus saline, et on va avoir des racines qui sont un petit peu plus profondes également, parce que c'est une canne réunionnaise qui a besoin de beaucoup d'eau. Donc au niveau racinaire, elle va chercher assez profondément. Tout ce que je vous décris là, que ce soit le sol, le climat ou les variétés, font partie d'un ensemble, d'une corrélation que nous on appelle le terroir. Alors c'est un terme qui va sans doute vous parler, mais Paparouillot le stamp d'ailleurs sur ses étiquettes, ce sont des rhums agricoles de terroir. Là, une des valeurs principales de la distillerie Paparouillot, c'est la mise en valeur du terroir du moule. La dernière notion de terroir, mis à part la géologie, le climat et les notions variétales, ça va être la notion humaine. Donc on en arrive un peu au cœur de cette masterclass par rapport, si vous voulez, à l'impact que nous on veut avoir sur la communauté rhum aujourd'hui, c'est que c'est important de rappeler que les planteurs de canne sont le début de la chaîne. Les planteurs de canne, sans eux, demain, on ne peut plus consommer de rhum. Donc il est important de les valoriser, et je pense que vous le savez en tant que passionné, en tant qu'amateur, ce sont un peu les silencieux de l'industrie, les planteurs de canne. Personne ne parle des planteurs de canne. Pour beaucoup, l'industrie du rhum, ça commence à la distillerie. Mais avant la distillerie, il y a de la culture. Et tout le travail qu'on a fait chez Paparouillot, étant donné qu'on rend hommage à un planteur et qu'on a été créé par un collectif de planteurs, c'est d'aller chercher justement les différentes méthodes culturales de ces planteurs pour pouvoir les exprimer ensuite dans le rhum. Il faut bien comprendre que le métier de planteur, c'est un métier qui n'a pas d'âge, depuis les débuts de la culture de la canne à sucre il y a 4 siècles. Et pour autant, il n'y a pas de BTS planteur de canne. C'est un métier qui est assez peu connu et finalement les méthodes de culture sont assez empiriques. Ça veut dire que c'est souvent de génération en génération qu'on transmet la façon de cultiver. Mais pour autant, chaque planteur va avoir des choix culturaux à faire qui vont définir une qualité de matière première. Bon, c'est un petit peu
basé sur l'industrie du vin pour vous raconter tout ça, mais c'est beaucoup de discussions qu'on a eues avec les planteurs, et notamment, peut-être que vous le savez, mais les champs de canne en Guadeloupe ont des densités de plantation qui sont très importantes. Chaque planteur va avoir une densité de plantation différente. Il va faire des choix par rapport aux variétés qu'il cultive. Est-ce que je mets telle ou telle variété sur tel ou tel sol? Il va faire des choix également sur l'irrigation. La canne à sucre a besoin d'eau. Combien de temps je vais irriguer ma canne? Jusqu'à quand je vais la pousser sur sa maturité aussi? Est-ce que je travaille en bio? Est-ce que je mets des phytos? Est-ce que je mets des composts? Quel est mon interrang? Est-ce que je mets des fertilisants? Enfin, voilà, il y a énormément de discussions qu'on a eues avec les planteurs de canne qui nous ont permis de réaliser que d'un voisin à un autre, on ne travaille pas la canne de la même façon, et cette qualité de matière première, avec une belle distillation, des belles fermentations, on peut la magnifier. Donc le projet Papa Rouillot aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est vraiment de valoriser les maîtres canniers. Pourquoi on parle de maîtres canniers? Parce que dans une distillerie, on valorise très souvent le maître de chai ou le maître distillateur. Là, l'idée, ça a été de dire on va partir du début de la chaîne et trouver ce petit surnom de maître cannier, comme disait M. Galli, qui n'est pas finalement réservé au planteur Papa Rouillot. Un maître cannier, c'est simplement quelqu'un qui va connaître parfaitement son terroir, son environnement, et qui va avoir des méthodes culturelles qui lui sont propres. Notre travail à nous derrière, ça va vraiment être d'aller chercher le travail de ces hommes qui sont amoureux de leur canne et de le magnifier pour en faire du rhum. Donc cette notion de maître cannier, elle est assez jeune dans le monde du rhum. Nous, on va essayer de militer un petit peu pour ça, parce que c'est important aujourd'hui de rendre un peu de lumière à ces gens qui travaillent depuis très longtemps pour que nous, on prenne du plaisir, mais qui aujourd'hui, finalement, on parle très peu d'eux, en tout cas dans les distilleries. Il y a très peu de distilleries, finalement, qui ont leur propre canne. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être, demain en tout cas, l'année prochaine, j'espère, de faire des premières cuvées qu'on appellera des cuvées maître cannier chez Papa Rouillot, et ce sera une cuvée pour un planteur, pour vous prouver que ce qu'on vous raconte là, on y croit et que c'est vrai. Ce n'est pas uniquement de la passion, on l'a vérifié. Un planteur de canne, d'une année sur l'autre, ne va pas faire la même canne à sucre. Et nous, on va essayer de vous montrer que sur des mêmes terroirs, sur des mêmes variétés, des choix de méthodes culturelles peuvent changer le goût du rhum. C'est ça le projet Papa Rouillot. On a un peu les vignerons du rhum, si vous voulez. C'est un peu l'idée. Pour vous parler rapidement des process de fabrication chez Papa Rouillot, alors les cannes sont petites parce qu'elles ne rentraient pas entières dans la valise, mais ce sont des cannes qui ont été coupées à la main. Donc on est sur une taille en biseau. La taille en biseau va permettre à la bouture de mieux repousser l'année suivante déjà. Et ça va aussi permettre de ne pas tasser les sols avec les machines. Parce que les machines de coupe sont des machines qui sont très lourdes et vont abîmer la vie microbienne dans les sols, ce qui ne va pas aider la canne à sucre à repousser l'année d'après. C'est aussi la préservation d'un patrimoine, la coupe à la main, puisque les planteurs de canne, c'est aussi un métier coupeur de canne, métier qui est historique. Une fois la canne coupée, on la met en ballot. Alors je ne sais pas si vous verrez bien aussi. On la met en ballot et les ballots sont ramenés au moulin. Le moulin est tout près des champs de canne. Pourquoi? Parce qu'il faut garder la fraîcheur dans le jus. C'est vachement important que la canne soit pressée très rapidement après la coupe pour garder cette notion de terroir dont je vous parle depuis tout à l'heure, cette notion crayeuse, cette notion saline, elle va être générée dans le jus de canne. Donc c'est important que le broyage soit fait rapidement. Donc on a un petit moulin à notre image et le jus va être ensuite ramené 50 km plus loin dans la petite ville de Goyave, qui est en Basse-Terre. Pour l'instant, c'est logistique. Papa Rouillot reviendra sur ces terres, mais pour l'instant, on est à Goyave. La canne à sucre va être mise, le jus de canne va être mis en fermentation pendant environ 48 heures. Alors les fermentations, elles vont différer en fonction du Brix, en fonction du planteur, en fonction de la pluviométrie sur la parcelle le jour de la coupe. Nous, on met toujours les mêmes levures. C'est des levures qu'on appelle RM, qui vont permettre une fermentation à basse température. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les cuves de fermentation chez Papa Rouillot, on a également des serpentins qui nous permettent de thermoréguler la fermentation. Parce que la fermentation à trop haut degré, puisque la levure crée du gaz et de la chaleur, ne va pas générer des bons alcools, des bons esters. Donc c'est important de pouvoir gérer ça. Derrière, on a fait aussi un choix qui est très clivant chez Papa Rouillot, comme l'a dit tout à l'heure Gaspard, c'est qu'on travaille avec un alambic charentais. Alambic charentais, c'est une méthode de distillation qui finalement n'a pas d'âge. L'alambic charentais a été créé au XVIIe siècle, mais la distillation en alambic, de ce qu'on en sait en termes de traces, c'est 1 siècle avant Jésus-Christ. Inventé en Arabie, ensuite ramené en Europe par les différentes guerres. La distillation a été améliorée en Charente au XVIIe siècle lorsqu'un jour on a eu l'idée de remettre l'alcool qu'on distillait dans l'alambic. Et cette double distillation qui sert aujourd'hui à faire du cognac, à faire du whisky, Papa Rouillot se l'est réattribuée pour essayer de faire un rhum de grande qualité.
Pourquoi elle a été détrônée, la double distillation? Puisque au milieu du 19e siècle, il y a un Irlandais, Aeneas Coffey, qui a inventé la colonne de distillation. La colonne de distillation, c'est une méthode continue qui va permettre de faire de l'alcool avec un rendement très très important. Il est arrivé en 1850 par la Havane à Cuba, et la première grande maison de Rome a signé des colonnes de distillation, puisque quand on vient proposer un plan d'un alambic qui fait du rhum plus vite, qui coûte moins cher, tout le monde a signé. C'est bien que dans la Caraïbe aujourd'hui, dans le monde du rhum agricole, pur jus, tout le monde distille en colonne de distillation. Presque tout le monde distille en colonne de distillation. Et finalement, l'alambic a été abandonné pour sa lenteur, puisque distiller en alambic, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais l'idée du collectif initial Paparoyo était de se dire, ok, quels sont aujourd'hui les deux plus grands alcools, en tout cas parmi les plus grands alcools, whisky, cognac, très bien, revenons à cette méthode-là. Et c'est vrai que pour sublimer le terroir et le travail des maîtres cagniers, de nos planteurs, on ne pouvait pas rêver mieux qu'un alambic. Donc c'est une distillation qui va être très très lente, puisqu'on est obligé de mettre le vin de canne après fermentation dans le premier alambic. On va créer un alcool de canne qu'on appelle le brouillis, et pour générer une qualité de cœur de distillation, on va opérer des coupes, comme pour le whisky. Donc on va enlever le début de la distillation, les têtes, ce sont des coupes olfactives, on garde le cœur, et on enlève la fin de la distillation qu'on appelle les queues. Tout ça se fait au nez pour générer vraiment un cœur sucré, quelque chose d'intéressant. C'est des distillats qui font 25-30 degrés à peu près. Et ce distillat va être mis ensuite dans un deuxième alambic pour une redistillation. Pour vous donner un ordre d'idée, il nous faut chez Paparoyo 2 distillations avec cet alambic, le wash, pour remplir le spirit. Si bien qu'en tout, c'est 3 jours pour générer entre 5 et 600 litres de rhum. Statistiquement, une colonne, elle peut faire 1000 litres en 1 heure. Donc c'est vraiment une différence, un choix qu'on a fait au niveau des capacités de production, qui est drastique, mais qui nous permet encore une fois d'aller chercher les qualités intrinsèques de la canne et donc de l'homme derrière la canne. Une fois que le rhum est distillé, on l'emmène dans les chais. Dans les chais, on va commencer à l'étudier. Une étude rapide, ça veut dire qu'on va l'isoler et donner une direction au produit. Est-ce qu'on en fait un rhum blanc? Est-ce qu'on en fait un small batch? Est-ce qu'on en fait un rhum vieux? La réduction, elle est faite avec de l'eau de source du volcan. C'est assez important pour nous de le préciser, parce que la plupart des distilleries utilisent de l'eau osmosée ou de l'eau distillée. L'eau de source n'est pas minérale, mais avoir un pH assez bas et va durcir un petit peu le rhum. Et c'est aussi un souhait qu'on a fait, de réduire l'eau à l'eau de source finalement, pour aller apporter une identité guadeloupéenne toujours plus forte au produit. Je ne vais pas vous parler des fûts sur cette masterclass, parce que déjà elle est relativement courte, donc il faut qu'on soit efficace. Et aujourd'hui, on va goûter du rhum blanc. Donc on va rester sur les rhums blancs. En l'occurrence, on va en goûter 3, 2 qui sont une sélection faite par la maison du whisky, distillée par Paparoyo il y a quelques temps, et le rhum classique de la distillerie. Si vous voulez, on peut mettre le nez sur le numéro 1, que je vais vous présenter rapidement. Le numéro 1, c'est le cœur de gamme de la distillerie Paparoyo. C'est un rhum qui s'appelle le rejeton. Alors pourquoi on l'appelait le rejeton? Petite anecdote quand même. C'est un clin d'œil déjà à M. Gali et son père, qui sont les rejetons de Paparoyo par descendance, bien sûr. C'est également un clin d'œil à Danielle Gali, qui était la fille de Paparoyo, qui avait un restaurant qui s'appelait le Rejeton au Moule. Et c'est aussi et surtout parce que dans ce rhum, vous avez 10% d'un rhum de canne en surmaturité. Je m'explique, c'est que la canne à sucre, elle a un cycle de vie de 12 mois. Et si vous la laissez sur pied après ces 12 mois, avec le poids du sucre, elle va chuter. Elle va se servir de son sucre pour faire des bébés qu'on appelle des rejetons. Et au tout début de l'aventure Paparoyo, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu l'alambic en février, comme disait M. Gali, mais on n'avait pas de canne. Du coup, on a été dans les champs, voir un petit peu, et on a trouvé un champ de canne qui était canne renvoyée, canne rejeton. On a tout ramassé. Et les 500 premières bouteilles de rhum Paparoyo, 17 juillet l'année dernière, c'était 100% canne en surmaturité. C'était très particulier. Et on a gardé un petit sirop de ces cannes qu'on a mis dans l'assemblage de ce rejeton-là. Donc vous en avez un petit peu dans ce rejeton-là. Ce rejeton, c'est un assemblage de 80% de canne réunionnaise, la canne rouge, 20% de canne barbadienne, la matos. Réduction à 56 degrés à l'eau de source. On a fait entre 10 et 12 000 bouteilles. Alors moi, j'en ai même pas à goûter avec vous. Je vais aller en chercher. Joris, t'en veux? J'ai mon verre. Donc, comme je vous le disais, alors certains, je reconnais des têtes que j'ai vues sur stand tout à l'heure, messieurs, vous l'avez déjà goûté, mais le rejeton, en effet, c'est absolument l'identité du rhum Paparoyo dans sa structure et dans son aromatique. Déjà, au nez, on va avoir des notes de sucre qui sont assez importantes. On distille de la canne à sucre
Il faut que le rhum goûte la canne à sucre, des notes végétales, quelques notes de réglisse et des notes déjà un petit peu crayeuses, un petit peu incisives. Alors la réduction à 56 degrés, elle a été faite très doucement, hein, ça a pris 8 mois. 56 degrés, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est le rhum. Ça veut dire que la réduction, on l'a fait palier par palier, point par point. Et au bout d'un moment, le rhum dit « Ok, c'est bon, on s'arrête là ». Le projet étant, encore une fois, de valoriser les planteurs, sur ce rhum-là, c'est un assemblage de 5 planteurs du collectif, M. Firmin, Valmorin, Gobardan, Sinécéus et les cannes historiques de Paparouillot. Ce sont donc millésime 2021. Pourquoi je vous dis millésime ou campagne 2021? Puisque le rejeton 2022, qui sortira début d'année prochaine, sera fondamentalement différent. On est une micro-distillerie, on ne veut pas faire les mêmes rhums d'année en année. Pourquoi? Puisqu'on aura des nouvelles variétés de cannes, puisqu'on aura peut-être des nouveaux planteurs à qui on achètera de la canne. On a 11 hectares à nous aujourd'hui, mais on achète un petit peu de canne. Et il y aura aussi une météorologie qui sera différente. La pluviométrie, l'ensoleillement sur les parcelles va générer des flaveurs, des saveurs et des aromatiques qui seront différentes. Alors au-delà du nez, en bouche, vous infirmez, si vous ne ressentez pas la même chose, bien sûr, dans l'échange, mais on essaie d'avoir des produits qui sont assez gras. C'est des produits qui sont onctueux. Pour des rhums agricoles, on va chercher de la densité. En l'occurrence, c'est l'alambic qui nous permet d'aller chercher cette densité via les cols de cygne que vous avez en haut, qui en fonction de leur angle, vont générer ou non plus ou moins de glycérol, plus ou moins de gras. Donc nous, on va aller chercher des produits avec de l'onctuosité, avec de la rondeur. Ce qui clive un peu de certains rhums agricoles qui peut être plutôt secs. On va essayer d'avoir des choses qui sont plutôt onctueuses. La marque d'un grand spiritueux, au-delà de la texture, ça va être sa longueur en bouche. Et là, c'est pareil, on essaie d'avoir des rhums qui sont diffus, qui se tiennent bien en bouche. Alors après, c'est mon ressenti, c'est un rhum que je goûte régulièrement, mais j'ai une petite pointe de sel, encore une fois, sur le bout de la langue, en fin de bouche, qui va rappeler vraiment ce côté coquille d'huître, un peu iodé, qui fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la proximité de la mer. On est à 400 mètres à vol d'oiseau des champs de canne sur les parcelles. Si vous avez des questions, vous me dites en parallèle, pas de problème. Donc ce premier produit, comme je vous le disais, arrive à sa fin en termes de gamme. Ce sera dans tous les cas le cœur de la gamme Paparouillot. Il y aura plein de petites cuvées qui vont sortir en parallèle, notamment la cuvée Maître Cagné dont je vous parle, qui sortira l'année prochaine. Et en parallèle, on a fait un partenariat cette année avec la Maison du Whisky pour créer une série. On avait une thématique à respecter, et la thématique était antipodes. Et pour parler des antipodes, il fallait avoir des blancs qui sont diamétralement opposés dans leur aromatique, dans leur structure, mais qui se font écho l'un à l'autre. Donc on a créé cette série Antipode que vous pouvez retrouver en dégustation au salon VIP sur la section rhum. En termes d'ordre, j'ai décidé de vous faire goûter d'abord le brut d'alambic. Alors on va remonter un petit peu en watts. Ce qu'on goûtait avant, c'était 56 degrés. Le verre numéro 2, on est sur 66,5. Ce qui est assez intéressant... Ah bah non, c'est le vôtre, pardon. Ah ouais. Non, bah non, ça va pas le faire. Tiens, Joris. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur ce rhum-là, on va voir deux choses ensemble. La première chose qu'on va voir sur les antipodes, ça va être la stabulation. La stabulation, c'est le fait de laisser le rhum en cuve et de le bâtonner de temps en temps pour l'oxygéner. Mais finalement, étant donné que la cuve, comme la Dame Jeanne, est un contenant inerte, il n'y a pas d'aromatisation, il n'y a pas d'extraction aromatique, mais le rhum va s'arrondir, le rhum va s'affiner. Donc là, le premier qu'on goûte, c'est un 120 jours. On a voulu travailler sur une stabulation assez courte, donc brut d'alambic, 120 jours en cuve inox. C'est de la canne réunionnaise rouge à 100%. Ce sont les cannes de M. Firmin, qui est l'un des planteurs à qui on achète de la canne. Et celui qu'on goûtera après, c'est une autre planteuse. Donc c'est intéressant que vous puissiez voir, un peu vérifier ce que je vous raconte quand même, par rapport à la différence et la nuance d'un planteur à l'autre. Donc canne rouge sur argilo-calcaire. Ça a été distillé en avril, je crois, l'année dernière. Donc 66,5, on sent tout de suite qu'il y a un petit peu plus de puissance au nez. Cette canne rouge, comme je vous l'expliquais, qui va avoir des racines un petit peu plus profondes, là on va bien sentir la salinité sur ce verre-là. Il y a des notes quasiment fruits secs, fruits à coque, un peu pâtissière.
Alors ce qui est assez rigolo sur l'alambic et les réductions, c'est que les réductions à bas degré sur des rhums agricoles en pot still vont générer du gras, des produits qui sont très onctueux. Là, on est à assez haut degré, puisqu'on est en brut d'alambic, et on va aller chercher plutôt des notes incisives, quelque chose de très tendu, un peu métallique, presque sanguin. C'est pas très flatteur dit comme ça, mais c'est l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est sur un fil, avec beaucoup de finesse, beaucoup de tension. Alors si vous en restez un petit peu dans le verre, ce qui est assez intéressant, c'est peut-être de pouvoir aller comparer avec son antipode, avec le numéro 2, qui est un 450 jours. Donc on a quand même 300 et quelques jours de différence. C'est également de la canne rouge. C'est pas le même planteur, puisque ce sont les cannes de Madame Macheclair. On a un peu de degrés de différence. Madame Macheclair, c'est une de nos planteuses. 64%. Donc on perd 2,5 degrés, ce qui n'est pas énorme. On a fait une micro-réduction de 15 litres sur ce produit-là, toujours sur argilo, mais avec cette fois, encore une fois, une maturation de plus d'1 an en cuve, qui va logiquement générer une grosse différence aromatique. Je ne vais pas faire les notes de dégustation pour vous, mais vous dire ce que je ressens en tout cas. Mais c'est vrai que sur ce produit-là, on a des notes qui sont beaucoup plus sur le bonbon anglais, des notes un peu harlequin. Et dans sa jeunesse, même encore aujourd'hui, des notes qui vont tirer presque un peu sur les fruits rouges. Si vous passez de l'un à l'autre, c'est flagrant de voir cette différence aromatique entre le 120 et le 450 jours. Alors le projet en lui-même, il est inédit, puisque c'est la première fois qu'une distillerie veut vraiment mettre en valeur les maîtres caniers. Encore une fois, c'est des gens qu'on veut valoriser. Le collectif sera muable, parce qu'il y a des gens sans doute qui entreront, sortiront. Le collectif initial Papa Rouillot, c'est les 4 hectares de l'arrière-grand-père de Joris, les 6 hectares et demi de Tim Sinécéus, qui est l'un de nos cofondateurs, et les 1 hectare et demi de Jean-Marie Gobardan, qui est l'autre cofondateur. Tim et Jean-Marie, je vous en parle rapidement, ce sont les 2 planteurs principaux de la distillerie Papa Rouillot. Monsieur Gobardan est agronome, c'est même un planteur qui travaille en biodynamie, donc on a une approche quasi spirituelle de la culture, avec des composts qui sont mis. Monsieur Sinécéus est un planteur passionné, très pédagogue, qui aime bien parler de ses cannes, apprendre aux gens. Et les deux, déjà, alors que ce sont nos planteurs principaux, ont des méthodes culturelles qui sont très différentes. Donc ça, c'est le collectif vraiment, la base de Papa Rouillot. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu d'achat chez d'autres planteurs, avec qui, bien sûr, on discute. On va voir un petit peu comment ils travaillent. On ne va pas acheter des cannes n'importe où. Et surtout, on reste sur la zone moulienne. Parce que si je commence à acheter des cannes ailleurs, la notion de terroir, elle est complètement fondue dans tout ça. Donc voilà, l'idée de Papa Rouillot aujourd'hui et demain, ça va être de continuer à essayer de générer de l'intérêt pour le métier de planteur, parce que c'est un métier qui aujourd'hui est de moins en moins pratiqué, parce que c'est un métier qui est très dur déjà, et qui n'est pas forcément très rentable. Mais au-delà de ça, ça va être de dire à ces gens-là qu'on veut leur redonner un petit peu de lumière, on veut leur redonner un petit peu de fame, on veut les mettre en avant et faire comprendre finalement à la communauté rhum et aux passionnés qu'ils sont le début de la chaîne et le cœur de l'industrie du rhum, ce sont les planteurs, ce sont les maîtres caniers. Est-ce que vous avez des questions? Gaspard. Alors j'aurais une petite question pour vous par rapport en fait à la Guadeloupe et aussi à la Martinique. Ouais. Techniquement, il y a une AOC qu'on a en Martinique qu'il n'y a pas en Guadeloupe. Ouais. Est-ce que, alors dans l'AOC Martinique, si je ne m'abuse, il faut que la canne soit locale. Est-ce que potentiellement, si un jour il y avait une AOC Guadeloupe, alors vous, j'imagine que vous allez militer pour qu'il y ait tout simplement une canne qui est locale. Mais alors dans un deuxième temps, je voulais savoir par rapport aux problématiques environnementales, est-ce qu'avoir une canne locale, c'est pas aussi un risque dû au fait des aléas climatiques qui pourraient être un problème pour la Guadeloupe et donc pour Papa Rouillot, Quand tu dis une canne locale, qui pousse localement et qui va pas être importé potentiellement? mais tu veux dire que, enfin, pour l'instant, en tout cas, dans l'AOP Martinique comme dans l'IGP Guadeloupe, il n'y a pas le droit d'importer de la canne. Okay. Après, c'est clair qu'au niveau des densités de plantation, il y a une chute depuis 10 ans qui est incroyable. Moins 300 000 tonnes en Guadeloupe sur 10 ans de canne annuelle. C'est quand même très important. Et alors, peut-être qu'un jour, il y aura une AOP sur la Guadeloupe, mais dans tous les cas,
On verra ce que ça donne au niveau des problématiques environnementales. Pour l'instant, on n'est pas très impacté sur la maturité des cannes en Guadeloupe. Mais dans tous les cas, on restera sur une canne locale située sur la zone du moule. C'est pas exclu que demain, Papa-Rouillot, contredis-moi Joris, mais aille chercher de la canne ailleurs en Guadeloupe toujours, parce qu'on reste sur un rhum guadeloupéen. Par contre, on refera toute l'étude qu'on a fait sur le terroir du moule. Aujourd'hui, on a étudié le terroir du moule puisque c'est le terroir de Papa-Rouillot et c'est aussi le terroir des planteurs avec qui on travaille. Mais si demain, on veut s'amuser à aller explorer le terroir de Sainte-Rose, de Anse-Bertrand ou de Basse-Terre, eh ben, on ira faire un travail de recherche pédologique, topologique, géologique. On ira faire une recherche climatique, des recherches variétales et rencontrer des planteurs. Mais c'est aussi ça, je pense, une partie du projet Papa-Rouillot, c'est l'interaction interprofessionnelle entre des planteurs de plusieurs endroits avec des compréhensions de leur métier et une comparaison, finalement, je pense, des différentes méthodes culturelles. C'est une étude approfondie des méthodes culturelles de la Guadeloupe. C'est ça l'idée. Après, après, transporter de la canne, c'est quand même très compliqué. Et justement, D'où la difficulté de faire du rhum agricole et l'importance pour nous d'avoir les champs le plus proche possible du moulin, puisque très rapidement, la canne coupée commence à fermenter, développer des faux goûts, des départs en fermentation non contrôlés peuvent développer des faux goûts. Donc à part de la congeler ou de la conditionner d'une certaine manière pour favoriser le transport, ça sera probablement assez compliqué de partir sur de la canne importée ou autre. Je sais que ça se fait déjà un petit peu, mais à grande échelle, ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Donc pas de rhum traditionnel en vue. Non. Ah, pour nous, non, je pense qu'on a quand même une certaine fierté à faire du rhum agricole. Je pense qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie identité aujourd'hui. Guadeloupe, bon, c'est vrai que la Guadeloupe fait aussi un peu de rhum traditionnel, mais nous, l'idée, c'est de vraiment travailler sur cette identité rhum agricole et qui nous permet, comme disait Xavier, de travailler aussi sur ces notions, de mieux travailler sur ces notions de terroir et de planteur et de savoir-faire du champ au chai. Dernière question, et après j'arrête de vous embêter. Non. Moi, ce serait par rapport aussi au concept des fermentations longues. Ouais. Potentiellement, on voit que dans pas mal de distilleries, en ce moment, on travaille sur des fermentations assez longues. C'est le cas avec Camden ou en Jamaïque, mais même en France, avec Savannah à La Réunion. Ouais. Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse, sachant que malheureusement, ça met peut-être un peu moins en avant la canne, mais plus le travail de production. Donc c'était pour savoir si vous aviez déjà fait des essais, ce que vous en pensiez. Alors c'est vrai qu'il y a eu des essais qui ont été faits. Maintenant, dans la dynamique aujourd'hui, maître cannier, ça veut dire que si on prend les cannes de M. Moutoussamy et qu'on fait une fermentation qui est différente qu'on a fait 2 semaines avant sur les cannes de M. Firmin, vu que le process n'est plus le même, la fermentation génère l'aromatique. Donc on changerait complètement le projet actuel qui est d'aller chercher l'identité de chaque planteur. Maintenant, en effet, c'est très intéressant les fermentations longues, mais sur des rhums pur jus, pas facile. Il n'y a que quelques endroits dans le monde, le grog à Cap-Vert, les clairins en Haïti, qui arrivent un petit peu à faire des fermentations sur des purs jus de canne. Mais le pH des purs jus étant tellement bas qu'il fragilise le jus, on a des départs en piqûre acétique assez rapides et des concurrences bactériennes. Et les bactéries vont finalement abîmer au niveau de l'aromatique les produits. Donc on a fait des petits essais à petite échelle. Je pense que là, dans un premier temps, ça peut rester expérimental. On verra comment ça évolue avec le temps. Mais là, aujourd'hui, le projet étant de focus sur le travail d'un planteur, si on commence à bouger sur le milieu de la chaîne de production des variables, finalement, c'est sûr qu'on n'aura pas le même rhum au bout, quoi. Donc là, le process, il est aujourd'hui de garder la même levure, avec les mêmes temps de fermentation, avec les mêmes thermorégulations sur cuve, les mêmes temps de distillation, les mêmes chauffes d'alambic. Voilà, c'est clair que l'alambic qu'on a, qui est un alambic vosgien magnifique, il nous permettra de faire plein de choses. Et demain, c'est vrai que aromatiquement, faire des grands arômes sur des purs jus, ça peut être intéressant. Mais sur une distillerie qui commence, je crois, contredis-moi Joris. Ça, on est une jeune distillerie, donc bien sûr qu'on fera des expérimentations, mais l'objectif, là, aujourd'hui, c'est de déjà bien définir notre profil, notre structure, le type de produit qu'on veut faire. Et demain, oui, on n'est pas fermé à partir sur des expérimentations, sur des temps de fermentation, des types de levures différentes, des ajouts de vinasse ou pas vinasse. Donc oui, on est ouvert, mais bon, il faut nous laisser un peu le temps. Ouais, Merci. Ouais, l'idée pour terminer sur les fermentations, c'est qu'en effet, sur des mélasses, c'est plus facile parce qu'il y a un environnement levurien qui est très important. Et en fait, l'environnement levurien, il se crée avec le temps. Et nous, en 1 an et demi, là où on est actuellement, il faut laisser au temps la levure de s'installer, de se reproduire, ou alors d'isoler la souche et de la cloner, mais c'est pas si évident.
Après, derrière, pour stabiliser des fermentations spontanées, parce que c'est souvent le cas hein, sur des grands arômes, il faut acidifier les mous avec les vinasses pour générer un pH plus bas. Enfin, c'est très technique la fermentation, c'est très très technique. Donc pourquoi pas un jour aller vers des expérimentations. Là, pour l'instant, on focus vraiment sur les valeurs primaires de la distillerie que sont le terroir et la valorisation des planteurs. Donc, dans un premier temps, voilà. Donc, restons sur ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que le rhum vous a plu? Ouais. Tant mieux, c'est ça qu'on voulait entendre. C'est déjà une bonne chose. En tout cas, ouais, monsieur. Question. Alors, on utilise des fûts aussi. Si vous venez sur stand 140, on vous fera goûter nos vieillis. Aujourd'hui, c'était vraiment l'idée de focus sur la série Antipode pour vous montrer la différence stabulation maître cagné, goûter le rhum classique. On a un élevé sous bois actuellement sur le stand en vieillissement. On a un single casque aussi en dégustation. Donc, il ne faut pas hésiter à passer nous voir. On a 85 fûts sur le parc aujourd'hui. On a fait des choix aussi un peu clivants sur les fûts avec beaucoup de fûts neufs, des fûts ex-cognac. C'est assez expérimental ce qu'on fait aussi sur le vieillissement. Mais là, l'idée étant aujourd'hui de parler planteurs. On ne va pas masquer le travail des planteurs avec le bois. Donc, on vous attend, stand 140. Monsieur? Dernière question, côté humain, ça a été facile de motiver tous vos partenaires dans ce projet? Parce que ça... Alors, c'est un projet qu'on a commencé à discuter, comme j'ai dit, en 2014, où l'idée c'était de fédérer beaucoup de planteurs. Donc, on était une quinzaine au départ. Et c'est vrai que ça a amené beaucoup de discussions. Et au final, on est 5. Donc c'est vrai que tout le monde n'a pas cru dans le projet immédiatement, puisque c'est vrai que se dire, voilà, on vient de la terre, on vient de la canne, et partir sur un projet de transformation, de distillation, c'est pas forcément évident. Donc oui, on a quand même perdu beaucoup de gens dans le chemin. Mais aujourd'hui, que beaucoup de gens voient un petit peu le produit fini, le résultat, le sérieux qu'on y met, la précision qu'on y met. On a des planteurs aujourd'hui qui reviennent vers nous et nous proposer des variétés différentes, des cannes un petit peu, d'autres terroirs qu'on n'accepte pas encore pour l'instant, de la canne bio aussi, puisque c'est des choses qui sont en train d'évoluer aussi dans ce sens-là. Donc, non, on n'a pas, on n'a pas fait l'unanimité tout de suite. Mais aujourd'hui, on voit un certain nombre de mouvements en sens inverse. Ouais, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un chef de culture, Sandro, qui est très efficace et qui va finalement, quand les planteurs viennent nous voir, vérifier la qualité de la canne. Alors, il n'y a pas de cahier des charges, mais l'idée, c'est de dire, OK, est-ce qu'il y a une couche comme ça de phyto sur la canne? Non, on ne va peut-être pas ramasser cette canne-là. Mais l'idée, elle est vraiment aujourd'hui, et ce que je disais tout à l'heure, oui, de motiver et de dire, OK, on vous valorise autant qu'on peut. Pécuniairement, c'est pas forcément évident dans un premier temps, même si j'espère que ce sera le cas un jour, sur la qualité de la canne à sucre. Mais par contre, sur la visibilité humaine, oui, ça motive, puisque c'est des gens qui tendent aussi à aller un peu plus vers la lumière et qui seraient ravis de voir leur nom et leur visage sur une étiquette en disant c'est ton rhum. Et alors, pour l'anecdote, il y a peu de temps, on a fait une dégustation avec la dizaine de planteurs avec qui on bosse et je leur avais ramené un rhum par planteur. C'était, tiens, monsieur Moutoussamy, c'est ton rhum, monsieur Firmin, c'est ton rhum, monsieur Soares, c'est ton rhum. Et ils étaient comme des fous, parce que c'était hyper intéressant de dire, waouh, mais c'est mon travail, quoi. C'est unique pour eux de le vivre. Donc c'est quelque chose qui prend assez bien dans la démarche. Ok. Bon, en tout cas, on vous remercie à tous d'être venus nous voir. C'est vraiment génial. Partagez ça avec vous. J'espère que les rhums vous ont plu. N'hésitez pas à continuer à nous suivre. Et puis, bonne fin de Whisky Life.